que dans nos conditions de travail, dans notre dignité, dans notre reconnaissance en fait, et sans exister en plus, c'est ça que je veux dire, sans exister, on continue à travailler sans exister et à accepter. Et c'est comme tu dis, cette maltraitance en fait patronale qu'il y avait et qu'on a, voilà, à ce prix, qu'est-ce qu'on a accepté quoi. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est une première en tout cas pour moi et je te remercie beaucoup pour ça parce que je trouve que ça il faut vraiment le mettre en avant. Le mettre en avant. Non, effectivement, c'est la première analyse et le premier recul finalement qui est fait sur ce qu'on a vécu et on est encore dedans entre guillemets. Et effectivement, c'est très riche d'enseignements, même si voilà, c'est sur un temps très court, hein, mais d'avoir déjà pu avoir cette première analyse. Et je pense que sûrement vous aurez l'idée dans quelques années, une fois cette phase passée, de refaire à nouveau un point pour voir la différence entre cette première analyse et le temps passé sur quelques années. Mais c'est extrêmement riche. Personnellement, je me suis reconnue dans beaucoup de points, puisque nous, dans la banque, on était aussi activité essentielle, donc on n'a pas stoppé. Donc c'est vrai que ça a été... Tout ce côté anxiogène, on l'a vécu. Alors moi, sur mon périmètre que 2 semaines, parce qu'au bout de 2 semaines, nous, on a pu partir en télétravail. Mais les 2 premières semaines, tout ce que tu décris sur le côté anxiogène, on l'a vécu en plein dedans, parce que nous, on se retrouvait le lendemain du discours de Macron, nous, on se retrouvait au boulot, on se disait, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Parce qu'on avait, comme tout le monde, cette peur de cette maladie qu'on ne connaît pas. Donc, quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on angoisse encore plus, forcément, puisqu'on est face à l'inconnu. Moi, je l'ai vécu en plus différemment, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore nommée représentante syndicale, mais j'avais déjà mon militantisme. Donc, tel que tu as dit, tout le monde venait vers nous, comme si nous, on avait plus d'éléments, on connaissait plus de choses sur le Covid, alors qu'on vivait la même chose qu'eux. On a été un très grand relais, principalement pour parler. Je pense que les gens avaient besoin de parler, donc tout venait vers nous. Donc nous aussi, il fallait que derrière, on ressorte nos angoisses. Après, tout le côté télétravail dont tu as parlé, puisque j'ai bénéficié du télétravail. Alors, dans le télétravail, il y a le télétravail qu'il y a eu dans la phase confinement avec les enfants à la maison, où là, autant dire que pour l'avoir vécu avec moi, en plus un mari professeur des écoles qui était lui aussi à la maison, en train de gérer ses élèves à distance, avec nous une petite de 2 ans, enfin bon, ça a été une période d'angoisse terrible, principalement pour les parents qui devaient gérer le télétravail en ayant les enfants à la maison. Ça a été une période extrêmement compliquée. Et puis le recul sur la mise en place du télétravail, où en fonction des métiers, en fonction des directions, les gens n'ont pas forcément le même point de vue. Il y a des collègues qui n'aiment pas du tout le télétravail, des gens qui ne veulent pas revenir sur site parce qu'ils adorent le télétravail. Après, je pense qu'on aura un recul aussi dans quelques années sur le sujet, parce que voilà, tout ça est nouveau. Il y a des personnes, principalement des mamans de famille, qui disent je revis parce que je peux le temps du midi faire mon linge, mon repas, voilà. Après, il faut faire très attention aussi entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un large sujet. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était principalement ça, je pense. Effectivement, nous-mêmes, ce qu'on a ressenti face aux personnes qui étaient vraiment, pour le coup, face au public, parce que moi, enfin voilà, j'étais sur un site où on ne reçoit pas du public, donc donc on avait tous l'angoisse de la maladie, mais quand on est face à du public, c'est bien autre chose. Je pense, moi, dans la famille, à des personnes qui travaillent dans les hôpitaux qui n'avaient pas de masque. Moi, j'ai connu ma belle-sœur aide-soignante qui a fait des centaines de masques pour pouvoir fournir tous ses collègues à l'hôpital. Enfin bon, voilà, donc tout ça. Effectivement, les queues énormes dans les supermarchés. J'ai une amie très proche, son mari est adjoint d'un carrefour à Rennes, où c'était de la folie. Il n'a jamais vu ça de toute sa carrière. Donc effectivement, je pense qu'on a recul. D'avoir aussi toutes ces les applaudissements à 20h,
où on avait l'impression que ça y est, le monde allait changer, et finalement, au bout de quelques mois, tout s'est arrêté, tout le monde est reparti de plus belle. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une analyse extrêmement enrichissante, très importante, donc bravo pour le travail effectué. Et effectivement, rendez-vous dans quelques années, je pense, sur le sujet. Je voulais aussi rebondir dans ce que tu disais. C'est super, c'est vrai, Cyrine, mais c'est aussi un travail de mémoire que tu fais. Ça veut dire que ce que tu fais là, on ne pourra pas l'oublier. Et ce que je veux dire, c'est que sous cette forme-là, on ne pourra pas l'oublier parce qu'effectivement, on n'en entend pas parler. Et là, d'un coup, cette mémoire que tu nous offres, que tu nous donnes, que tu permets ça, même sur ces formes de témoignages, je trouve que ça, comme tu dis, sur quelques années, là, il y aura au moins ceci, quoi. Et là-dessus, on pourra reprendre aussi ce qui s'est passé par rapport à ça. Ça va nous servir aussi. Ça va nous emmener aussi sur d'autres formes de lutte, sur d'autres formes de dignité, de conditions de travail aussi, jusqu'à où on peut accepter certaines choses aussi. Et je trouve que ça, c'est très important, cette mémoire-là, parce qu'il faut qu'elle existe, en fait. Tu vois, moi, ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai que moi je travaille dans un foyer de vie, c'est vrai que c'est vrai que je me suis pas posé de questions, je fais partie des salariés qui quand on nous a dit ce qui se passait, ça se passait, et puis je me suis pas du tout, j'ai pas pris mon retrait de travail, j'ai travaillé, quoi, tu vois, je veux dire, il y avait des personnes, on reste professionnel, des personnes à s'occuper, d'ailleurs c'est des fois des conditions de vie aussi, c'était très, très dur pour eux aussi, parce qu'ils se retrouvent enfermés, des personnes qui ne voyaient plus leur famille, c'était très dur aussi à gérer ça. Il y avait la peur, il y avait la culpabilité de faire attention, parce qu'on pouvait d'un coup peut-être faire mourir quelqu'un, parce que ça allait jusque-là quand même, cette responsabilité qu'on avait. Et puis aussi essayer de contenir en fait ces personnes qui avaient aussi de la souffrance en fait, ça veut dire enlever notre souffrance, pour arriver en fait à rester professionnel dans des conditions, on a fait le mieux qu'on pouvait effectivement, mais dans des conditions difficiles quand même, très difficiles humainement. Voilà. Et la résilience de l'être humain. Oui, tout à fait. Et ça, on n'en a pas parlé. Alors bien sûr, les applaudissements, oui, mais je pense qu'il manquait vraiment cette mémoire de poser des mots. Et c'est vrai j'avoue que la direction ne nous a pas, alors on pouvait avoir des cellules, de moments de gestion de crise, mais malgré tout, on ne nous a pas laisser la possibilité de poser des mots, de poser ce qu'on avait vécu, de ce que ça signifiait pour nous. Je parle pas de juste pleurer, je parle vraiment des mots, de qu'est-ce qu'on a été à ce moment-là, qui on est devenu, qu'est-ce qu'on a retiré, qu'est-ce qu'on a mis de côté. Et je tenais à te dire merci par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de mémoire, et ça fait c'est bon, c'est bien. La résistance, en tout cas. Voilà. Une précision, les deux personnes qui sont intervenues, donc c'était Latifa et Morgane. Voilà, c'est parce que c'est précieux pour la chercheuse qui est à mes côtés, la Cyrine. Latifa et Morgane. Dans la situation, je pense qu'il y avait tout un système de certitude du pouvoir et je crois que quand tu parlais de l'humour qui est un excellent vecteur, il y avait la certitude du pouvoir avec des décisions péremptoires, définitives. À l'arrogance des certitudes, on préfère à la prudence des inquiétudes, disait Jacques Rancière. En fait, le gouvernement avait la police et les salariés ont la peau dure. Je pense que c'est important de se dire qu'ils ont tenu. Tu parlais de Cyrulnik, du concept de résilience dans la situation. Ce qui est important de se dire les choses, et c'est important que ton travail de thèse et de doctorat, Cyrine, puisse être publié, parce que effectivement ça fait trace mnésique, ça fait effectivement la mémoire ouvrière et populaire, et on tient non pas dans une société du tout à l'ego, mais dans l'entraide, disait Kropotkin, c'est-à-dire dans la solidarité, dans l'épreuve, parce que ces personnes dépeintes comme essentielles et invisibilisées, et toi tu leur rends une visibilité et une existence sociale, Cyrine, ce ne sont pas des surnuméraires, comme disait Robert Castel, ce sont des personnes qui sont essentielles avec une vraie inconsidération. C'est-à-dire que, alors il y avait l'histoire des applaudissements. On va y revenir, les applaudissements, je crois que c'est important. Je me souviens d'une petite caricature qui était dans le livre Le Lien Social, qui est une revue professionnelle
des acteurs du médico-social et du social, un dessin de Gillot, caricaturiste Gillot, dessinateur du lien social. C'était un employeur qui disait à ses salariés: vous savez, Pascal, vous savez, Isabelle, vous savez, Morgane, vous savez, Latifa, je vous estime beaucoup. Je vous estime beaucoup. Et Latifa, qui avait un petit côté impertinent, répondait: oui, mais à combien? Voilà. Je crois que véritablement, c'est-à-dire que il y a deux choses dans l'aspect travail. Il y a effectivement la rétribution, le salaire, et il y a la désirabilité sociale. La désirabilité sociale. Effectivement, les producteurs que nous sommes, on est parfaitement conscients de notre utilité sociale, parce qu'on crée les richesses de ce pays, et on ne veut pas être maltraité dans les EHPAD gérés par Orpea. On veut qu'après une vie de labeur, on ait une dignité et qu'on puisse ajouter de la vie aux années. Et ça, c'est extrêmement important. Dans la situation, que s'est-il passé? Eh bien, Cyril l'a évoqué, mais les profits n'ont fait qu'exploser. C'est-à-dire que des prix... Comment vous dire? Et de tout temps, ça a existé dans une société inégalitaire comme la société capitaliste, parce qu'il fallait mener les petites affaires coûte que coûte. Vous connaissez tous Anémone. Anémone, c'était la femme de Valéry Giscard d'Estaing. Mais Anémone, c'était pas tout à fait n'importe qui. C'était Anémone Schneider. Anémone Schneider, c'était les maîtres de forge du Creusot. Les maîtres de forge du Creusot, des profiteurs de guerre, des fauteurs de guerre de la guerre 14-18, qui ont fait des fortunes de guerre sur des millions de cadavres, sur des guerres fratricides. On a employé un vocabulaire guerrier. On faisait l'état d'urgence sanitaire, on faisait la guerre au Covid. Mais il y a une guerre économique qui fait des morts réelles dans la vraie vie. Il y a plusieurs virus, il n'y a pas que le Covid-19, il y a le virus 440 aussi. Celui-là, il faut qu'on en parle un peu. Parce que dans la vraie vie, il fait des vrais morts aussi. Dans la situation, par exemple l'universalité de l'accès aux soins, de l'accès aux EPI, équipements protection individuelle, aux masques, je crois que c'est Nelson Mandela qui s'était battu pour obtenir des médicaments génériques pour le peuple sud-africain et qui dans la connaissance scientifique, il faut que ce soit un patrimoine mondial de l'humanité qui soit en dehors des puissances d'argent. C'est une hérésie que des labos pharmaceutiques puissent faire des fortunes dans le cadre du marché global. Dans le marché global, parce que c'est sur une terrible épreuve qu'à nouveau les personnes en première ligne subissent la double peine, c'est-à-dire en bas de l'échelle sociale, on est les derniers de corvée, avec une surexposition et avec ce qui a été pour les syndicalistes, ça a vraiment dérapé dans l'autoritarisme social. Tu l'as dit très bien, Cyrine, au sens où les employeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'acte à travers des DIE. La DIE, ouais, c'est la décision unilatérale employeur, en lieu et place de la négociation collective et du paritarisme, qui était la négociation âprement. Pourquoi? Parce que dans la négociation, il y a le légal et le supralégal. Et quand il existait des organisations syndicales ou des sections syndicales un peu fortes, un peu installées, eh ben, on pouvait faire des contre-propositions supralégales de manière à ce que la reconnaissance soit au rendez-vous. Mais la reconnaissance, en termes de... la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? La reconnaissance, ce sont les intérêts matériels et moraux des salariés. À la fois moraux et matériels. C'est-à-dire, c'est les deux. C'est la même pièce, c'est les mêmes faces d'une même médaille. Et ça a été véritablement occulté dans la situation. Et c'est pour ça que
Il a fallu se battre pour que les instances perdurent, que les réunions se tiennent en distanciel ou en présentiel, mais qu'on puisse convoquer les CSE, les comités sociaux et économiques, qu'on puisse avoir des réunions RP, représentants de proximité, qu'on puisse saisir le CHSCT, appelé maintenant la commission SSCT, commission santé et sécurité. On aurait pu, dans le contexte d'une intelligence bien comprise, de se dire, nous sommes confrontés à une épidémie, il faut recréer les CHSCT. Il faut à nouveau qu'il y ait des comités hygiène, santé et sécurité. C'est une revendication défendue par Force ouvrière et ça a complètement du sens. Et ce qui a été déterminant, je crois aussi, pour amoindrir l'épreuve, ça a été l'existence du collectif. La contre-normative et le contrepoids collectif du syndicat. Parce que le syndicat, par définition, ce n'est pas une action individuelle, c'est effectivement le contre-pouvoir collectif. Pour faire advenir le point de vue des producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des salariés. Alors, nous, les travailleurs sociaux, les AMP, les maîtresses de maison, les surveillants de nuit, les moniteurs éducateurs, les conseillères en économie sociale et familiale, les familles d'accueil, nous avons eu à subir des choses extrêmement péremptoires. On a par exemple, de manière autoritaire, confiné les enfants. Confiner les enfants, c'est-à-dire qu'on a supprimé les GAV, les droits de garde et de visite pour les enfants placés. Et inversement, on a maintenu des enfants dans des domiciles où ils avaient... Et on n'a pas mis en œuvre les mesures de placement. Et on n'a pas protégé les femmes et les enfants qui étaient surexposés avec des familles qui étaient déjà fragilisées avec une